Mesdames et messieurs les auditeurs, chère Élise, bonjour. Bonjour Elsa. C'est à une audience exceptionnelle que nous vous invitons aujourd'hui, le procès de Néron. Néron, monstre, incendiaire, fratricide, matricide, incestueux, artiste fou. Quelle est la part de vérité dans tout cela? Quelle est la part de la légende noire? C'est ce que nous vous proposons de découvrir en assistant à cet événement hors norme. À cause du contexte sanitaire, à cause du coronavirus, nous n'avons pas pu filmer à l'intérieur du palais. Pardon, je vous reprends Elsa. Coronavirus. À cause de, complément de cause, donc ablatif. Effectivement, Élise, merci. Autant pour moi. Je disais donc, nous n'avons pas pu filmer à l'intérieur du palais de justice qui ne peut accueillir qu'une dizaine de personnes, comme l'exige le dernier protocole sanitaire. Effectivement, mais nous avons pu, pour vous, disposer des micros dans le palais et nous vous proposons d'entendre l'intégralité des propos qui seront échangés. Et c'est maintenant que commence la première journée d'audience et nous écoutons Monsieur le juge. Aujourd'hui a lieu un procès hors du commun, celui d'une personnalité antique. À l'aube du XXIe siècle, un empereur romain, sur lequel pèsent de nombreuses charges, va être jugé pour une affaire qui date de près de 2 millénaires, par un tribunal inspiré des cours d'assises du système judiciaire actuellement en vigueur. Ce procès nous permettra de déterminer s'il est coupable ou non du meurtre de son frère Britannicus. Nous disposons à présent de nouvelles visions des faits et de nouveaux éléments qui nous ont permis de rouvrir le dossier d'instruction. Mais nous allons surtout pouvoir entendre le témoignage de l'accusé lui-même. Si au moment des faits, l'accusé a été contraint de mettre fin à ses jours, il pourra ici librement livrer sa vérité et se défendre. J'ajoute que quiconque souhaite s'exprimer dans ce procès, parce qu'il est concerné par cette affaire ou parce qu'il a un éclairage nouveau à apporter sur celle-ci, aura la possibilité de le faire. Bonjour monsieur, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession? Qui es-tu, toi, pour ne pas connaître Néron et oser t'adresser à lui en des termes si familiers? Qui ignore encore qui est Tiberius Claudius Nero? Je suis né le 15 décembre 37 à Antium, je vis le jour au moment où le soleil se levait, ce qui fait de moi l'élu de Phébus. Il m'a envoyé pour vous diriger. Les Dioscures Castor et Pollux, en caressant la barbe d'un de mes ancêtres, ont donné à mes cheveux cette couleur fauve. Devenu l'empereur de Rome en 54, j'ai gouverné mon peuple avec affection et il me l'a bien rendu. J'ai révolutionné les arts par mes exceptionnels talents de chanteur et d'acteur, des dons reçus des dieux eux-mêmes et dont je n'ai pas pu priver le public. Vous êtes donc l'empereur et... Oui, fils de Domitius, neveu de Caligula, petit-neveu et héritier de Claude, arrière-petit-neveu de Tibère, arrière-arrière-petit-fils d'Auguste et fils d'Agrippine. Madame, qui êtes-vous? Personne ne vous a permis d'intervenir. Agrippine n'a pas besoin de permission. Agrippine veut intervenir, alors elle intervient. Personne ne dit à Agrippine ce qu'elle doit faire. Mais... Et quand Agrippine parle, on se tait et on l'écoute. Pourquoi êtes-vous donc ici? Vous avez bien dit que quiconque était concerné par les événements et souhaitait s'exprimer pouvait le faire. Eh bien, dites-moi un peu, qui est davantage concerné par les actes de cet individu que sa mère, celle qui lui a donné le jour, celle qui l'a porté au trône, celle qui n'a accompli aucun acte qui n'ait été pour lui, dans son intérêt, pour son pouvoir, et surtout, celle qui est morte sous ses coups. Mais ça n'en finira donc jamais, mais au secours, c'est un cauchemar. Causque, tandem abutere Agrippina patientia nostra. Toi, attends, ton heure viendra, nous avons des comptes à régler. Bien. Madame, vous êtes sa mère, donc vous ne pouvez pas prêter serment. Nous vous entendrons à titre de témoin. Et pas n'importe quel témoin, témoin de premier ordre. Merci. Pouvez-vous pour l'instant vous taire et attendre qu'on vous donne la parole? On ne donne pas d'ordre à Agrippine. Je me tais et je prendrai la parole quand bon me semblera, car tel est mon bon plaisir. Néron, revenons à vous. Nous allons procéder au tirage au sort des jurés, qui vont être ramenés, avec mes assesseurs et moi-même, à vous juger. Je vais donc tirer au sort 4 jurés, parmi ceux présents dans la salle. Mesdames et messieurs, à l'appel de votre nom, vous voudrez bien rejoindre la place qui vous sera indiquée. Juré numéro 12, Axel. Juré numéro 8, Lola. Juré numéro 3, Léa. Juré numéro 6, Elisa. Je déclare le jury définitivement constitué. Je vais lire votre serment, après quoi chacun de vous, à l'appel de son nom, lèvera la main droite et dira « Je le jure ». Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Néron, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse,
ni ceux de la Chers victime. auditeurs, quand nous vous promettions de l'action et des surprises, nous ne vous mentions pas. Le procès a à peine commencé et déjà un rebondissement. Agrippine, la mère de l'empereur, celle qui l'a mise sur le trône, celle qui, d'après la tradition, serait morte sur son ordre, s'est invitée à cette audience. Nous allons donc aussi connaître sa version des faits en exclusivité. Le juge lui a demandé de se taire pour le moment. Arrivera-t-elle à obéir et à garder le silence? Connaissant le personnage, on peut en douter. Mais reprenons l'audience maintenant que le jury est constitué par le tirage au sort. Et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. Je le jure. Je le jure. Je le jure. C'est bien long et bien impie. C'est sur Jupiter que vous devriez prêter serment. Néron, je vous prierai de garder pour vous ce genre de remarques, et d'être plutôt reconnaissant envers ce tribunal qui vous offre la possibilité de vous défendre, ce que vous n'avez pu faire en 68. Quels seront vos avocats? Monsieur le Président, je suis Maître Marie et je défendrai Néron. Bien. Y a-t-il des personnes qui souhaitent se constituer partie civile? Monsieur le juge, je suis Maître Diane et je représenterai les intérêts de la famille de Britannicus, et en particulier ceux de Mademoiselle Junie, ici présente. Bien. Néron, vous allez être jugé non seulement en fonction des faits qui vous sont reprochés, mais aussi en fonction de votre personnalité. Vous comparaissez à la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à Britannicus. Voici le résumé des faits. Dans la nuit du 12 février 55, l'accusé a organisé un banquet et a convié la victime, son frère Britannicus. Néron lui a offert une coupe de vin. Le vin étant trop chaud, il a été coupé avec de l'eau froide. C'est à partir de ce moment que les versions divergent. Ou l'accusé aurait empoisonné la victime avec cette eau dans laquelle un poison aurait été préalablement versé, ou la victime aurait succombé à une crise d'épilepsie. En tout cas, Britannicus est mort sur le coup. Accusé Néron, vous avez la parole. Sur ce résumé, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Est-ce que vous souhaitez donner à la cour votre version des événements? Effectivement, la nuit du 12 février 55, j'ai convié les invités les plus prestigieux pour renouer les liens avec mon frère Britannicus. Nous étions brouillés, mais dans ma grande clémence, j'avais décidé de lui pardonner les complots qu'il tramait, ses trahisons, sa jalousie envers moi. Tout était oublié et cette soirée allait sceller mon pardon et nos retrouvailles. Mais lors de cette soirée, celui-ci est subitement décédé. Ce sont des choses qui arrivent. Il avait une santé fragile depuis son enfance et ce n'était pas la première crise d'épilepsie à laquelle j'assistais. J'y étais même habitué. Je sais ce que l'on dit de moi, je me serais montré indifférent lorsqu'il s'est écroulé. En réalité, je n'ai pas voulu montrer mon inquiétude pour ne pas affoler les autres convives. Un homme peut montrer ses émotions, un empereur doit les maîtriser. Il ne s'appartient pas, toujours il se doit de penser à ceux qu'il gouverne plutôt qu'à lui-même. J'ai donc dissimulé ma profonde inquiétude. Britannicus a été évacué et j'ai appris ensuite sa mort. Faites un effort. C'est triste. Chers auditeurs, deuxième surprise. Après plus de 2000 ans, Néron ne change donc pas de version, mais reste sur la thèse de la crise d'épilepsie. Surprise, surprise, c'est vite dit. On pouvait s'y attendre. C'est la version la plus simple pour lui, celle qui le disculpe totalement. Et ce n'est pas le premier témoin, son plus fidèle soutien, Narcisse, qui va dire le contraire. Le voici justement qui prend la parole. Nous l'écoutons. Bonjour, je suis Narcisse, le conseiller de Néron. Ensemble, nous avons fait les 400 coups. Je pourrais d'ailleurs vous raconter quelques actions, immorales certes, mais réjouissantes, que nous avons menées. Oui, passons. Nous ne sommes pas là pour faire votre biographie. Vous faites le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main et dire « Je le jure ». Je le jure. Et chacun ici connaît la valeur de mes serments. Et il est fier en plus, ce traître. Madame, évitez ce genre de remarques intempestives. Narcisse, pouvez-vous donc, s'il vous plaît, brièvement nous exposer la relation que vous entreteniez avec l'accusé Néron, ici présent? Néron et moi sommes de très très grands amis. J'ai été un proche de sa mère, mais aussi de l'ancien empereur, Claude, puis le conseiller de son fils, je veux dire son vrai fils, pas celui que le hasard de la nature aveugle lui a donné, mais celui que l'amour et la ténacité d'une nièce, d'une épouse lui a donné, celui qu'il s'est choisi, celui dont il a fait librement, spontanément et sans contrainte son héritier. J'ai tout fait pour Néron. Et quand il le fallait, je n'hésitais aucunement à trahir ses ennemis. Par exemple, à lui moucharder ce que Britannicus me confiait. Mais en même temps, il l'a bien cherché, il était si niais. Monsieur le Président, peut-on respecter la victime? Merci, Maître Diane.
Effectivement, Narcisse, mesurez vos propos. N'étiez-vous pas, d'ailleurs, avant de le trahir, le gouverneur de la victime ? Il est vrai, mais justement, c'était avant de le trahir. Et pour vous parler franchement, je peux être le gouverneur ou le conseiller de n'importe qui. Je l'ai été de Claude, je l'ai été de Britannicus, je le suis de Néron, et je pourrais tout aussi bien être le vôtre, votre honneur, quand il vous plaira. Cessez vos viles avances qui ont une flagrante apparence de corruption. De plus, vous êtes devant la cour de la République française. Alors appelez-moi Monsieur le Président. Réservez votre honneur pour les juridictions anglo-saxonnes. Continuez. Donc, Britannicus, cet être lâche, inconsistant, ce filou, ce fripon, conspirait contre notre bon et fier Néron, cet illustre empereur aimé de tous et de toutes. Narcisse, encore une fois, veuillez cesser ces traits de langage grossiers et inutiles. Mais poursuivez toujours. Je disais donc, avant que votre honneur, monsieur le président ne m'interrompe. Je précise qu'il n'y a pas de souci à ce que monsieur le président m'interrompe. C'est monsieur le président qui décide, et d'ailleurs que monsieur le président m'interrompe à chaque fois qu'il le souhaite. C'est lui qui dirige et j'obéirai à monsieur le président. Que disais-je ? Oui, je disais que Néron n'est aucunement impliqué dans la mort de son demi-frère, comment dirais-je ? La cause est médicale, c'est épileptique, voyez-vous ? En effet, Britannicus souffrait de crises récurrentes, de ses morbus comitialis, et son amour pour la boisson n'arrangeait rien. C'est donc lors d'un banquet anodin que la gorgée de trop fut avalée. Il n'a tout simplement pas eu de chance, ce jour-là, et l'on me pardonne l'expression, mais sa vie au fond fut un déluge de malchance. Mort précoce de sa mère, malchance en amour avec Junie, perte du trône et mort de son père, certains ont un génius paresseux et semblent nés un jour néfaste. Et Néron, n'étant un dieu qu'en apparence, il n'a malheureusement rien pu faire pour secourir la personne de son frère. Excellent récit. Ah, il y a dans ce monde des amis fidèles et humains capables de dire la vérité, tout simplement. Pathétique, mais quel mytho, quelle décadence, ô tempora, ô mores. À mon époque au moins, on savait dissimuler les attentats avec un peu plus de crédibilité. Néron, Agrippine, personne ne vous a donné la parole. Il n'y a pas moyen de couper leur micro ? Non. Ah, dommage. Bon, y a-t-il des questions venant des personnes autorisées à s'exprimer pour l'instant ? Oui, madame la jurée ? Merci, monsieur le juge. Narcisse, pouvez-vous nous dire quel sentiment nourrissait Britannicus envers Néron ? Bien sûr, ce n'est pas difficile. De la jalousie avant tout et un sentiment d'infériorité. Il voyait bien tout ce qui le séparait, lui frêle, peu charismatique, isolé, naïf, du prince, cet être que les dieux ont comblé de leurs dons. Bien. Une question, monsieur l'avocat général ? Merci, monsieur le président. Narcisse, vous dites être dévoué à l'empereur. Êtes-vous prêt à tout pour lui ? Tout à fait, et j'en suis fier. Vous seriez donc prêt, s'il vous le demandait, à dissimuler ? Mais oui, j'assume complètement mentir pour mon prince. Monsieur le juge, dans ces conditions, quel crédit accorder à ce témoignage ? Non, mais... Bien fait, traître. Merci, monsieur l'avocat général, pour cette question effectivement éclairante. Mais non, je veux dire, vous m'avez mal compris. Narcisse, où fuyez-vous ? Messieurs les forces de l'ordre, essayez de rattraper le témoin. Quel courage, sans surprise, traître jusqu'au bout. Monsieur le juge, peut-on considérer cette fuite du témoin comme un élément accablant pour l'accusé ? Coup de tonnerre, Elsa, coup de tonnerre. Après un témoignage dédouanant complètement l'empereur, l'avocat général en une seule intervention remet totalement en cause la personnalité même du témoin. Oui, Élise, si j'ose dire, avocat général 1, Narcisse 0. La partie ne sera cependant peut-être pas aussi facile avec le préfet du prétoire. Nous écoutons maintenant le rapport du commandant de la garde prétorienne, présent sur les lieux le soir même. Monsieur, veuillez décliner votre identité, nom et profession. Monsieur le juge, je me nomme Tigelin et je suis préfet du prétoire. Je vais vous faire mon rapport brièvement car il y a fort peu de choses à dire, parce que c'est une mort banale et, de toute façon, je ne cautionne pas ce faux procès fait à mon empereur. Enfin, bravo, merci. Britannicus est décédé suite à une crise d'épilepsie lors d'un banquet. Il s'est mis à convulser après avoir bu. Ne me dites pas que Britannicus n'était pas épileptique, tout le monde savait qu'il faisait ce genre de crise depuis l'enfance. Vous n'avez aucune preuve du contraire, et c'est une maladie où les crises peuvent se déclencher à tout moment. Vos accusations envers Néron sont donc grotesques, vous lui reprochez des absurdités. Je me demande où vous avez trouvé toutes ces sottises. De toute façon, il est aberrant de juger l'empereur. Je dis bien l'empereur, surtout d'un tel crime et sans preuve. Quel était le comportement de Néron quelques jours, voire quelques heures avant le repas ?
Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ou, au contraire, son attitude montrait-elle que Néron n'avait rien à se reprocher? Pouvez-vous nous donner des détails? Maître Marie, sachez que Néron avait un comportement exemplaire, comme à son habitude, et je suis choqué de votre question. Je n'ai pas à espionner mon empereur, donc non, je ne vous donnerai pas plus de détails. Monsieur. J'ai fini mon témoignage, je ne souhaite plus répondre aux questions, je vous quitte. Pardon? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Britannicus, mort d'une crise d'épilepsie? Mais quel mensonge, quelle déformation de la réalité! Madame, qui êtes-vous? Approchez-vous de la barre et veuillez décliner votre identité. Je croyais que ma réputation m'allait précéder, mais je veux bien me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et qui n'auraient pas encore eu besoin de mes services. Je me nomme Locuste, Monsieur le Président, et je suis l'empoisonneuse attitrée de la famille royale. D'ailleurs, je reconnais certains des intervenants ici à qui j'ai fourni du poison. Je fus chargé par Néron de créer le poison qui tua Britannicus lors de ce banquet du 12 février 55. Et quel poison, je l'avoue, j'en suis particulièrement fière. Le plus rapide et le plus efficace de ma création. Avez-vous la preuve de ce que vous racontez? Bien sûr. Néron m'a payé pour le faire, me promettant des terres en cadeau, et des élèves pour leur apprendre mon art. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous détailler ce que vous a demandé l'accusé ce jour-là et revenir sur son attitude, ses intentions? Volontiers. Il m'a donc invité dans ses appartements pour me faire tester un premier poison. Je l'avais peu chargé, si vous me permettez l'expression, histoire de dissimuler les intentions de mon client. J'avais un peu peur qu'un poison à l'effet rapide ne soit pas discret et l'accable immédiatement. Mais Néron n'avait pas ce genre de scrupules. Il m'a fait cuire et recuire ma potion, pour en concentrer les principes actifs. Et ensuite me l'a fait tester sur de jeunes animaux. Un chevreau, un porcelet, jusqu'à ce que je crée un poison qui le satisfasse. Un poison qu'il considérait comme suffisamment létal. Je me souviens de ces mots. Il voulait un poison plus efficace et plus rapide que le fer. Il m'a même frappé pour cela. Alors, quand j'entends Tigelin oser dire que la cause du décès est une crise d'épilepsie, excusez-moi, Monsieur le Président, mais je ne peux pas ne pas intervenir. Dans mon métier, vous savez, on est quotidiennement confronté à la haine, à l'envie, à la jalousie. Ce sont nos meilleurs fournisseurs de clients, si j'ose dire. Mais on ne supporte pas le mensonge. Chacun ses valeurs. Or, ici, cet homme ment, et je ne peux que m'interroger sur sa neutralité. Jusqu'à preuve du contraire, Néron m'avait fait créer ce poison dans le but de tuer les souris et les rats de la Domosauria. Monsieur le juge, allons-nous encore écouter longtemps quelqu'un qui se présente, je la cite, comme empoisonneuse attitrée? Allons-nous accorder du crédit à cette tueuse, cette barbare? La défense pourrait-elle respecter les témoins même quand leur version ne lui convient pas? Mais oui, respectez-la. Elle est bien utile, la Locuste. Madame l'avocate de la défense ferait bien d'ailleurs de faire attention à elle. Ah, je vois une ancienne cliente toujours prête à me confier de nouveaux dossiers. Calmez-vous, mesdames. Nous écoutons tous ceux qui le souhaitent, comme nous l'avons annoncé, ce qui n'empêche pas que nous accordons à chaque témoignage le crédit qu'il mérite. Chère Élise, cher auditeur, voilà un échange très tendu auquel nous venons d'assister. Oui, les révélations s'enchaînent et l'esprit s'échauffe, et le ton monte alors que nous finissons seulement la première journée. On peut cependant noter le relatif calme de l'accusé qui semble très peu concerné au-dessus de la mêlée. Un calme qui tranche avec l'attitude de sa mère, et ce n'est probablement pas la journée de demain, et en particulier l'intervention par laquelle elle commencera, qui va apaiser Agrippine. Car, je vous le rappelle, nous débuterons cette deuxième journée par l'examen de personnalité proposé par Sénèque. Et oui, Élise, et on sait que le philosophe a été le précepteur de Néron à la demande d'Agrippine, que c'est elle qui avait demandé son retour d'exil. Les mauvaises langues disent, mais ce sont des rumeurs, qu'ils auraient été amants. Tout à fait, Élise. Mais cela ne nous regarde pas. Bref, de grands moments de vérité nous attendent. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous pour cette première journée et à demain pour la suite de ce procès hors norme.